Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en ce dimanche 21 mars 2021. Nous sommes au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Femmes francophones, femmes résilientes est le thème de cette journée qui continue de viser la promotion de la langue française aux quatre coins du monde. C'est aussi des quatre coins du monde que sont venus 8 ambassadeurs accrédités depuis cette semaine à Lomé. Plusieurs pays resserrent le lien d'amitié et de coopération avec le Togo. Le Togo en fait de même, qu'il soit issu du nord ou du sud, ces différents pays animent bien la coopération internationale. C'est le même souci qui a conduit en Allemagne le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, et son homologue Gerd Müller ont signé une déclaration d'intention commune, ceci sur l'ouverture de négociations relatives au partenariat pour encourager les réformes dans le cadre de l'initiative du G20 dénommée Compact WIFA Africa. Quel est ce nouveau compact? Quels vont être leurs impacts? Le ministre des Affaires étrangères n'a pas été seul à grouiller cette semaine pour le Togo. Il y a aussi le chef de l'État s'adressant aux participants du Forum économique annuel du Conseil français des investisseurs en Afrique. Fogna Singbe a lancé son appel en ces thèmes. Le Togo est le pays où il est le plus facile de faire des affaires. Il veut plus d'investisseurs donc au Togo, mais les investissements en cours dans le pays profitent-ils réellement aux Togolais? En manifestant cette semaine le colère suite aux augmentations des prix de passage aux postes de péage, de nombreux Togolais n'ont pas cessé de ruminer les difficultés qui sont devenues leurs compagnons au quotidien et d'enchaîner l'autre question qui suit, à savoir si les postes de péage servent vraiment les routes du Togo. Au nom des consommateurs, la LCT écrit, je cite, « Nous les invitons à revenir sans condition aux tarifs de départ afin d'apaiser les mécontentements. » Les mécontentements ont été aussi notés autour des postes de péage et ont entraîné des échauffourées suivies d'arrestations de certains manifestants. La LCT demande leur libération. Depuis un an, les manifestations sont devenues rares dans le pays. C'est sans doute dicté par la Covid et l'état d'urgence. Entré en vigueur une première fois en avril 2020, puis prorogé depuis, l'état d'urgence sanitaire au Togo va continuer pour 6 nouveaux mois supplémentaires. C'est le résultat du vote des députés cette semaine à Lomé. La Covid-19 inquiète de plus en plus les autorités. Cette inquiétude tranche avec la désinvolture de plus en plus grande au sein des populations. Le nombre des cas confirmés augmente, le nombre de décès aussi. La campagne de vaccination en cours va-t-elle finir par endiguer la coupe de la pandémie? La pandémie a fait connaître des noms de nouveaux vaccins. Celui utilisé au Togo, AstraZeneca, a donné cette semaine des sueurs froides aux décideurs du monde. Le vaccin est sûr, c'est la conclusion de l'OMS et de l'Agence européenne des médicaments. Cette assurance s'est finalement imposée, notamment aux pays africains qui n'ont pas mis sur le marché un vaccin africain au même titre que les Européens, les Américains ou encore les Asiatiques. Pour le D12 du jour, nous avons comme invité Dr Georges Kouessan, il est le président de l'Alliance socialiste santé du peuple. Le D12 avec vous au téléphone au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Atiobé. Comment vous allez? Je vais bien. Cela fait un peu plus d'1 an que vous êtes passé ici, c'était dans le cadre de la présidentielle. Depuis, vous avez pris une sorte de distance avec les médias. C'est stratégique? Merci, merci quand même de nous avoir invités encore sur ce plateau et de nous permettre de nous exprimer et de parler aux Togolais. Au fait, ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est stratégique. Vous savez que nous sommes sortis de la présidentielle de 2020 et avec tout ce qu'on a connu par rapport à cette présidentielle, à peine sorti de cette présidentielle, ce n'était pas du tout totalement soldé qu'il y a eu Covid-19. Et donc, dans cette atmosphère, vous comprenez sans difficulté que c'est tout à fait normal que les choses aillent au ralenti. Et c'est ce que vous avez dû constater. Je ne dirais pas que c'est stratégique. Donc, c'était les conditions qui ont imposé un tout petit peu cette situation. Est-ce que ça dit que vous êtes revenu pour de bon? Je crois qu'on reprend. Nous sommes en train de reprendre petit à petit. Et nous
prévoyons donc officiellement notre rentrée politique pour les semaines à venir. Au fait, c'était pour le 20. Nous avons prévu de faire notre rentrée politique pour le 20 mars, mais c'est à cause de la campagne de vaccination que nous avons dû surseoir à cela et reporter cela, donc pour le moment s'inédit. Le 20, c'était samedi, c'est-à-dire donc hier. Voilà. Vous n'êtes pas seul en réalité à observer une sorte de pause. Quand on regarde un peu la situation politique du pays, plusieurs partis politiques observent une sorte de pause. Est-ce que tout est dû au fait que le Togo traverse cette crise sanitaire? Parce qu'ailleurs dans le monde, les activités politiques continuent. Oui, en fait, tout n'est pas dû à cela. Je disais tout à l'heure que il y a une certaine coïncidence qui a fait que nous étions juste sortis de la présidentielle de 2020 et je ne vais pas vous le cacher, l'opposition était sortie de cette présidentielle affaiblie et compte tenu des résultats que nous avions eus, parce que au présidentiel passé, même si nous étions d'accord que les conditions n'étaient pas toujours réunies, l'opposition s'en sortait au moins avec à peu près 40% de l'électorat. Donc cette année, il faut voir que l'opposition n'a pas réuni, même pas 30% de l'électorat. Nous savons que ce n'était pas, tout n'était pas clair, comme je le disais, même si avant, on est tous d'accord que les choses n'étaient pas faites dans les normes et qu'il y avait beaucoup de fraudes, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce qui se faisait. Il y avait au niveau de l'organisation beaucoup de choses à reprocher donc à cette organisation. Mais malgré cela, on avait officiellement donc autour de 40% de l'électorat, ce qui n'a pas été le cas en 2020. Donc cela a affaibli, surtout psychologiquement, un peu l'opposition. Mais on est conscient que nous sommes dans une lutte et que ce n'était qu'une bataille que nous avons perdue et que la lutte continue. C'est clair que nous aurons le temps de revenir sur la situation de l'opposition, mais vous personnellement, est-ce que vous êtes affaibli au sortir de cette élection? Personnellement, je peux dire l'opposition, puisque l'opposition est sortie, je crois, un peu affaiblie, donc de cette présidentielle, je le dirais, je suis sorti également affaibli, puisque je fais partie de cette opposition. Mais pour ce qui concerne personnellement mon parti, je crois quand même que c'était une belle expérience. C'était une expérience enrichissante, édifiante, parce que c'était l'occasion d'aller vers les populations et de se jauger réellement pour savoir ce qu'on a comme poids politique sur le terrain. C'était quelque chose de très important et de très enrichissant pour nous. Nous avons pu faire campagne, nous sommes allés au contact des populations, nous avons acquis de l'expérience et ça, je dirais que c'est positif pour le parti. C'est vrai que c'est la première fois que vous ne prenez pas à une élection présidentielle. Auparavant, vous avez été candidat à une élection locale. Entre les deux, quelle est la différence? C'est beaucoup plus difficile une élection présidentielle? La différence, c'est fondamental. Parce que ce que j'ai dû constater, quand vous allez sur le terrain, en tant que candidat à une élection présidentielle, vous arrivez à capter beaucoup plus l'intention des gens autour de vous. Et la manière dont les gens se précipitent pour vous exprimer leurs préoccupations, pour s'approcher de vous, pour vous exposer leur vécu quotidien, ce n'est pas la même chose que dans une élection locale. Et cela nous a permis de toucher du doigt les réels problèmes du Togo. Et puis, vous savez, les élections locales, c'est dans une zone bien limitée. Mais une élection présidentielle, c'est tout le territoire national qui est
appelés donc, à s'exprimer, vous êtes obligés d'aller partout où vous sentez le besoin. Donc ça a fait que nous avons compris beaucoup plus les préoccupations des Togolais à cette élection présidentielle. Nous avons vu une autre dimension des problèmes de nos concitoyens. Cela était quand même assez important. Les problèmes qui sont ceux des Togolais, c'est lesquels en réalité? Mais le gros problème des Togolais, c'est le vécu quotidien. Hein. Quand vous sortez, vous voyez, vous allez vers les gens, vous allez voir que, en réalité, ce qui préoccupe le Togolais, de plus en plus, ce n'est pas trop le politique, hein, ce n'est pas trop ce qui se passe dans les milieux politiques. La politique intéresse peu les Togolais, mais c'est leur vécu au quotidien. C'est-à-dire le panier de la ménagère, comment faire pour que les gens puissent vivre décemment, aisément, au quotidien. Je pense que c'est ce qui est le gros problème de ces Togolais. Quand vous allez, vous sortez, les gens vont vous exposer leurs problèmes. Mais c'est surtout, in fine, pour aboutir donc à leur vie au quotidien. Quand on suit les résultats de ces dernières élections, on se rend compte quand même que, comme vous l'avez dit au début de cette émission, le parti au pouvoir a eu 2 tiers des suffrages. Cela suppose qu'en réalité, Faure Gnassingbé est la solution. Non, je ne dirais pas que le parti au pouvoir a eu les 2 tiers des suffrages. C'est ce qui a été donné comme résultat. J'ai toujours dit que c'est ce qui est donné comme résultat. Maintenant, Faure Gnassingbé est la solution, ce n'est pas vrai. Nous disons toujours qu'il faut qu'il y ait de l'alternance dans ce pays. Ce n'est pas parce que on peut poser un certain nombre d'actes qu'on constitue nécessairement la solution à un moment donné. Dans les pays démocratiques, dans les structures démocratiques, les exigences de la démocratie, c'est que quand vous faites un certain nombre de mandats, 2 mandats, vous quittez pour que d'autres viennent également s'essayer à la chose. Nous avons dit, nous avons vu que le fait de chercher à s'éterniser au pouvoir fait à un moment donné que les choses stagnent. Et il y a l'usure de pouvoir, ce que nous appelons l'usure de pouvoir. Et ça fait que le pays n'avance plus réellement. Donc, tant qu'on s'obstine à rester au pouvoir, il faut qu'on se dise qu'on n'est pas la solution à partir d'un certain nombre d'années. On ne peut plus constituer la solution. Est-ce qu'on peut parler d'usure quand on sait que l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, il n'est pas trop âgé que ça? C'est vrai qu'il a fait 15 ans de pouvoir. Est-ce qu'on peut parler d'usure? L'usure, c'est beaucoup plus dans la gestion. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question... ce n'est pas sur le plan physique, mais l'usure, c'est dans la gestion de la chose publique. Et vous allez voir à un moment donné, on a la vacuité des idées, la vacuité des idées, et on a tendance à stagner dans ce qu'on fait. Vous allez voir que c'est souvent les mêmes personnes qu'on comprend, et puis bon, on recommence. Il n'y a pas quelque chose de nouveau réellement que nous voyons. Non, mais pour certains, il y a du nouveau, puisque quand on regarde un peu autour du chef de l'État, Faure Gnassingbé, il a de nouvelles têtes. C'est vrai que certains ont changé de poste quand on prend le Premier ministre, parce que c'est une femme et beaucoup tablent sur la position de la dame à ce poste-là. Oui, mais sur la position de la dame, qu'est-ce que ça a changé? C'est avec son arrivée qu'on a vu également le pouvoir mettre ou bien la justice mettre une dame en prison. Je ne vois pas qu'est-ce que ça change fondamentalement depuis qu'elle est arrivée. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement selon vous? Moi, je ne vois pas. Si vous en voyez, dites-le moi. Moi, je ne vois pas ce qui a changé fondamentalement. C'est vrai que les têtes ont changé, mais la première ministre, elle était dans le gouvernement depuis des années. À l'image du Togo, est-ce que cette image n'a pas changé relativement avec cette présence des femmes? Puisque récemment, un certain nombre de structures à l'extérieur, dans le cadre de la journée de la femme, ont justement cité le Togo. Non, ça comme étant modèle. Non, ça c'est évident. De toutes les façons, nous sommes tous pour la promotion de la femme. Donc à partir du moment où
on injecte beaucoup de femmes dans le gouvernement, ça va changer nécessairement l'image de ce gouvernement. Ça là, nous ne sommes pas contre. Nous sommes contents, nous nous réjouissons qu'il y a beaucoup d'entrées de femmes au sein donc de ce gouvernement. Mais le problème, c'est que le gouvernement est dirigé par une personne, il y a la tête de ce gouvernement, même si il y a la première ministre, au-dessus de la première ministre, il y a quelqu'un, c'est le chef de l'État, et qui donne la voie à suivre. Et cette voie à suivre est donnée de la même manière, donc depuis plus de 15 ans. Vous avez dit tantôt que vous avez beaucoup appris en participant à la dernière élection présidentielle au Togo. J'avais voulu savoir également si vous êtes sorti un peu plus fort ou affaibli. Vous avez dit que vous, personnellement, tout comme l'opposition, vous êtes relativement affaibli. Mais quelles sont les leçons que vous avez commencé par tirer, puisque c'est vrai que dans 4 ans, il va y avoir de nouvelles élections ici? Non, pour le moment, au niveau de l'opposition, je n'ai pas de solution à proposer. Vous savez qu'avant d'aller à cette élection, nous étions le parti qui avait lutté pour que on puisse essayer quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui se faisait avant, et pour voir les résultats que cela avait donné. On a bataillé dur pour qu'on puisse trouver une personnalité qui n'était pas au sein de l'opposition, derrière donc laquelle tout le monde allait se mettre pour aller donc en série à cette bataille électorale. Cela n'avait pas été entendu, chacun avait ses raisons. Moi, je ne jette la pierre à personne, mais cela n'avait pas été entendu. Donc, ce qui fait que nous sommes allés donc, à cette élection, comme vous l'avez vu, comme cela a été vu, a été constaté, avec les résultats qui en sont sortis. Aujourd'hui, nous n'avons pas de solution miracle à proposer. Nous savons tout simplement que l'opposition doit se donner le temps d'une profonde réflexion. Et pour le moment, chacun doit se mettre en devoir de faire cette réflexion à son niveau. Si les conditions s'y prêtent à un moment donné, peut-être que l'opposition va encore se retrouver. Bon, mais pour le moment, je n'ai pas de solution miracle. Au cours de cette émission, sans doute que nous aurons votre avis sur la gouvernance actuelle, puisque cela fait 1 an que l'actuel chef de l'État a repris ou a été réélu pour un nouveau mandat. Et vous donnerez votre position sur sa gouvernance, mais il faut dire que 1 an, c'est sous le signe de la pandémie, finalement, et que le Togo l'a passé, et cette pandémie qui impacte le monde, le gouvernement togolais se démène tel beau diable. Et comment appréciez-vous justement ce que le gouvernement togolais fait face à cette pandémie qui n'était pas prévue, qui n'était prévue nulle part dans le monde? Non, face à la pandémie de Covid-19, je n'ai pas la gestion de cette pandémie, je n'ai pas grand-chose à dire. Les résultats sont là. Aujourd'hui, nous avons 102 morts. Je ne sais pas si ça a évolué, mais comparé au nombre de morts, je ne dirais pas que c'est peu, parce que même un mort, c'est beaucoup. Mais comparé aux résultats dans les autres pays, je pense que c'est l'un des meilleurs résultats qu'on a sur le continent. Et même si nous estimons que notre population est inférieure à celle des autres pays, même si on fait le ratio, c'est quand même un bon résultat. Donc, de façon générale, la gestion, elle est bonne, mais il faut dire que Covid était arrivé dans une situation donnée. Il y avait une situation préexistante avant l'arrivée de Covid. C'est la situation sanitaire même de notre pays qui était là, avec tout ce qu'on connaissait, c'est-à-dire les insuffisances des infrastructures, l'insuffisance du plateau technique, l'insuffisance du personnel. Tout cela était là et Covid était arrivé dedans. Et effectivement, Covid, certainement, en a souffert. Ça, c'est évident. Surtout l'insuffisance des infrastructures. Vous savez qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça se fait toujours, il y avait des patients qui étaient hospitalisés chez eux à la maison. Nous avons déploré cela à l'époque. Mais quand on analyse de près, on se disait, est-ce qu'il y avait une solution en urgence, puisque les infrastructures n'étaient pas là?
il n'y avait pas de solution d'urgence. Ça, par exemple, nous l'avons touché du doigt. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit, pour cette gestion, nous n'avons pas grand-chose à reprocher. Les résultats sont là. Entre-temps, au niveau du centre de traitement des malades de Covid, il y avait des médecins qui se plaignaient que l'accès au centre était trié. Et ce n'était pas permis à tout le monde d'avoir accès au centre. Et nous avons appelé pour qu'on trouve un moyen pour que tous les médecins et tous les infirmiers, tous les soignants qui sont donc qui devraient aller donc sur ces sites-là puissent y aller dans un système tournant pour que tout le monde puisse s'essayer à la chose, parce qu'on ne sait pas ce que cela peut devenir, hein, cette pandémie par la suite. Donc il faut que tout le personnel soit préparé à la gestion de la Covid. Bon, de façon générale, pour ce qui concerne la gestion, tant sur le plan administratif et surtout sur le plan sanitaire, c'est le moment quand même de saluer encore tous ces médecins et tous ces infirmiers qui vraiment ont fait un travail louable, hein, pour que nous soyons là où nous en sommes. Le travail va continuer sans doute. Le temps de revenir sur le quotidien de cette pandémie, il faut rappeler que la situation sanitaire, quand on évoque la situation sanitaire, vous déplorez là les plateaux techniques, les infrastructures, c'est pas nouveau, c'est pas propre au Togo. Mais est-ce que quand on prend spécifiquement le Togo, vous êtes d'un monde que vous connaissez relativement, puisque vous êtes pharmacien, si je ne me trompe pas, est-ce que le Togo a les moyens pour avoir des hôpitaux aux normes, avoir du matériel? Parce que quand on regarde un peu partout ce qui se passe, que ce soit au Brésil, que ce soit au Venezuela, à côté en Côte d'Ivoire, ces pays-là aussi ont des difficultés à s'en sortir. Oui, mais il faut quand même faire des comparaisons. Il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Et l'insuffisance des infrastructures, c'est-à-dire que je n'ai pas les chiffres là où je suis, mais même comparé au Bénin, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas ici par rapport à ça. Les syndicats se plaignent tous les jours. Les syndicats dans le domaine de la santé. Ma question, c'est de savoir si le Togo a des moyens spécifiques pour développer. Le chef de l'État lui-même, il a reconnu qu'il y a des insuffisances dans le domaine de l'éducation et de la santé. Il y a combien de pays dans notre sous-région qui n'ont même pas le scanner? Dites-moi, qui n'ont pas le scanner. Les gens, l'IRM, les gens ont des choses beaucoup plus. Il faut aller voir. Vous allez au Ghana, ici, il y a des hôpitaux très équipés, de dernière génération. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en trouver. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas ici. Ça, il faut quand même l'admettre. Je ne savais pas qu'on allait peut-être entrer dans ça, mais j'allais venir avec les chiffres. J'ai beaucoup de chiffres, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'on ne comprend pas, et ça aussi, c'est pas propre au Togo. En Afrique, les évacuations des personnalités, une fois qu'elles tombent malades, comment comprendre ça? Puisque là, les pays africains, c'est près de 60 ans d'indépendance déjà. Mais il est difficile d'avoir un hôpital de référence. Aujourd'hui, c'est Paris pour beaucoup, ou Londres. Comment ne pas avoir un très grand hôpital, soit à Lomé, à Dakar ou à Abidjan, pour que demain, s'il y a des situations les plus compliquées, on puisse les évacuer là-bas? Non, il y a quand même des hôpitaux dans la sous-région. Il y a des hôpitaux quand même très équipés dans les pays comme le Ghana, dans les pays comme la Côte d'Ivoire. Mais les gens ont ce réflexe-là, hein, à partir du moment où ils en ont les moyens, on se réflexe d'aller se soigner en Europe. Nous avons proposé à l'époque même que, au niveau de l'Assemblée, on puisse voter des tests qui empêchent les autorités de nos pays d'aller se soigner en Europe. Ça va faire qu'on cherchera les moyens de mettre dans notre pays des systèmes de soins adéquats, de mettre en place des hôpitaux bien équipés pour faire face donc aux problèmes les plus urgents dans le domaine de la santé. Donc il faut quand même avouer que c'est une situation qui ne permet pas
que les choses changent. Parce qu'à partir du moment où les autorités ont cette latitude d'aller se faire soigner dès qu'elles le désirent dans les pays de l'Europe, c'est que fondamentalement sur place les choses ne vont pas changer. Donc il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale on puisse voter des tests pour empêcher les autorités d'aller se soigner dans les pays étrangers. Cela fera qu'on va développer le secteur de la santé chez nous. La situation de la pandémie au Togo, vous tablez sur les résultats. Tantôt, je vous donne les résultats tels qu'on l'a ces dernières heures. 102 décès pour ce qui concerne le Togo, 7193 guérisons, un total de 8839 cas confirmés dans le pays. C'est vrai que quand on se réfère au plan mondial, quand même, c'est beaucoup de morts. Plus de 2 millions de morts, 2 708 531 morts, c'est ahurissant. Plus de 2 millions de morts. C'est incroyable. Oui. Ça dépasse l'entendement humain. Quand vous imaginez, vous voyez tous les morts qu'il y a dans les autres pays tous les jours. Vraiment, c'est une pandémie historique. C'est une pandémie historique et cela explique tout ce qu'il y a autour des moyens que l'on cherche pour venir à bout de cette pandémie avec le développement rapide des vaccins et tout ça, cela explique parce que c'est quand même ahurissant. Les chiffres font froid dans le dos, comme vous le dites. Sur le vaccin, il y a eu cette polémique qui est en train de finir tout doucement autour de AstraZeneca. Et vous-même, vous avez pris parti ou vous avez pris part à cette polémique. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette polémique? Non, au fait, vous savez pourquoi il y a tout ce problème autour du vaccin, des vaccins de façon générale contre la COVID-19, tout simplement parce que ce sont des vaccins qui n'ont pas suivi la procédure, bon, je ne dirais pas la procédure, car le temps normal généralement utilisé pour mettre sur le marché un vaccin. C'est juste pour ça qu'il y a eu toutes ces polémiques autour. Maintenant, pour ce qui concerne AstraZeneca particulièrement, moi, je n'avais rien. J'avais donné des interviews. Les tests doivent être encore là. Quand vous avez lu, moi, j'avais choisi AstraZeneca comme le vaccin, c'est-à-dire qui doit aller pour notre pays. Compte tenu de certains nombres d'éléments, j'ai eu à l'expliquer. Dans une interview, l'interview doit être encore là, j'ai eu à l'expliquer. Et je reprochais même un peu à notre ministre, qui quelques jours après a parlé également d'AstraZeneca. Mais quand les gens commençaient pas à parler, je disais, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus d'explications pour que les gens comprennent pourquoi il faut choisir AstraZeneca. Donc, il y avait des avantages certains par rapport à ce vaccin. Parce que contrairement aux autres vaccins, qui sont des vaccins à ARN pur, qu'on injecte et qui faisait peur, ce vaccin est beaucoup plus à base donc d'un vecteur viral. J'avais donné un certain nombre d'éléments qui allaient donc à l'avantage donc de ce vaccin. Mais là, la polémique a enflé après, donc par rapport à ces problèmes de caillots de sang chez des personnes vaccinées, c'est tout. Beaucoup de gens ont appelé à ce que la vaccination soit suspendue. Le Togo n'a pas suspendu son opération qui a continué et qui continue, mais malheureusement il y a un certain nombre de réticences qui continuent, qu'on note au sein des populations. Comment faire adhérer tous les Togolais, ceux qui veulent bien se faire vacciner, à cette campagne? Non, moi je pense qu'il y avait en amont un problème de communication. Il y avait en amont un problème de communication. Parce qu'il fallait communiquer tout doucement pour faire comprendre aux populations d'abord la nécessité de se faire vacciner, pourquoi il faut se faire vacciner, et maintenant pourquoi le choix de tel vaccin et non de tel autre. Donc il faut donc
qui est cette communication. Je pense que cette communication a fait, je ne sais pas, un peu défaut. Et puis, il y a des spécialistes, des experts en communication de la santé. Il fallait faire intervenir des experts comme ça. Mais il y a même des sociologues de la santé qui savent à peu près par rapport aux mentalités, par rapport à l'aspect sociologique propre à chaque pays, comment faire accepter telle chose aux populations, comment faire en sorte que la Ne pas surtout choquer. Ne pas surtout choquer. Ne pas surtout choquer. Mais quand on laisse la communication ouverte, il y a des choses qui peuvent se dire et qui peuvent choquer. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que quand vous choquez, les gens ont l'impression plutôt que vous leur tâchez quelque chose. Quand on arrive à des menaces, par exemple, pour faire accepter quelque chose, les gens ont l'impression que non, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et ça, un expert, des experts en communication savent comment donc il faut aborder de telles situations. Vous-même, vous êtes journaliste. Je pense que pour une question aussi sensible que celle du vaccin, je ne sais pas si ça a été fait, mais il était question que les autorités sanitaires choisissent un certain nombre de journalistes qu'on doit former, par exemple, pour aller vers les populations et leur parler de ce vaccin de façon à ce que l'acceptabilité ne pose pas de problème. Sur la campagne, c'est clair que les journalistes, pour l'instant, sont utilisés à poser des questions. Il y a un certain nombre de journalistes également qui interviennent pour expliquer. C'est vrai que je n'ai pas encore entendu de journalistes menacer les populations. Sur la question de la menace, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont déploré. Mais on a entendu autre chose aussi qui est nouveau, rendre le vaccin obligatoire. Le parti au pouvoir, par exemple, un de ses responsables s'était mis dans cette posture-là. Est-ce que dans une république comme la nôtre, est-ce qu'on peut obliger les gens à se faire vacciner? Bon, la question est un peu compliquée, parce que dans le code de santé publique, quand il y a une menace de pandémie, et comme ça il y a une menace de contamination, et les gens sont quand même obligés, par exemple, si la personne doit constituer un danger pour les autres, il faut quand même trouver un moyen pour que cette personne ne constitue pas un danger pour les autres. Vous voyez par exemple ce qui se fait en Europe, on n'oblige pas les gens à aller se vacciner, mais il faut quand même que si tu n'es pas vacciné, que tu arrives à prouver au moins que tu n'as pas le virus. Donc, il faut trouver un moyen de faire en sorte que certaines personnes ne soient pas des dangers pour les autres. Mais le problème qui se pose, surtout au niveau du vaccin contre Covid, c'est que ce sont des vaccins qui n'ont pas suivi la procédure, c'est-à-dire normale, qu'il fallait, le temps nécessaire de vérification, qu'il fallait, ce qui fait qu'on se demande si dans ces conditions, est-ce qu'on peut obliger les gens à aller se faire vacciner ou pas. C'est ça, c'est cela la question. Vous parlez tantôt de communication, et en matière de communication aujourd'hui, les Togolais sont au courant de ce qui se passe dans le monde. On a su hier que, par exemple, en Europe, dans plusieurs villes, un certain nombre d'Européens se sont levés contre les mesures de restriction imposées aux populations. Certains même sont carrément contre la campagne de vaccination. Est-ce que ce n'est pas des images ou des informations qui peuvent impacter négativement ce que les autorités font dans nos pays? C'est ce que je dis, que nous avons aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Chacun a accès aux informations. Bon, ce n'est pas tout simplement arriver et dire il y a des fausses informations, il y a de vraies informations. Il faut savoir reconnaître les vraies informations des fausses informations. C'est tout. Ce sont des informations de WhatsApp. Non, WhatsApp est une réalité. C'est pour cela que je dis il faut trouver les moyens de communiquer de façon efficiente, de façon à avoir de l'impact sur les populations. La réalité est là. La réalité aujourd'hui, c'est que tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Il ne suffit pas de dire
il y a ne vous fiez pas aux informations qui sont sur les réseaux sociaux, et fiez-vous aux informations dans les... Mais les gens ont entendu, les gens ont écouté. Mais comment faire pour que ce que les gens ont écouté, que cela ne puisse pas transformer leur comportement? C'est pour cela que je dis, la communication, il y a eu défaut au niveau de cette communication. Hein? Et donc, si les gens étaient formés, ou bien les gens qui sont formés pour faire cette communication, étaient utilisés réellement pour faire cette communication, il n'y aura pas certaines dérives. Sur toujours la communication, un certain nombre d'efforts sont faits depuis un an et plusieurs émissions sont faites sur les médias, notamment pour appeler les Togolais à adopter les mesures dites barrières. Mais curieusement, sur le terrain, on constate qu'un certain nombre, un certain aller est noté au sein des populations. Si vous allez dans les quartiers, vous constatez que de plus en plus de Togolais ne portent plus les bavettes. Comment faire revenir les Togolais aux meilleures pratiques? Non, vous savez, ce relâchement est arrivé à un moment donné. À un moment où il y avait aussi relâchement au niveau de certaines mesures prises par le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est vrai qu'il y avait de l'impact au plan économique. Il fallait quand même desserrer un peu un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où c'est fait, les gens ont l'impression que, en réalité, la maladie n'existe plus. Les gens ont l'impression que, en réalité, la maladie n'existe plus, ou bien ce n'est pas aussi grave qu'on veut nous le faire croire. C'est cela. Mais c'était entre le marteau et l'enclume. Il fallait faire en sorte de préserver l'économie, mais de faire comprendre en même temps aux populations que, attention, c'est dangereux, il ne faut pas se laisser aller. Mais cette jonction-là a créé un problème, a des problèmes à un moment donné. C'est pour ça que je dis c'est toujours un problème de communication. Il fallait trouver le juste milieu pour faire comprendre aux gens que non, si nous sommes amenés à revenir sur telle décision, c'est parce que nous en sommes obligés. Mais ça, cela ne doit pas vous amener à croire que les choses ne sont plus comme avant, la maladie n'est plus aussi létale comme avant. Non, il fallait donc cette communication-là pour faire cette jonction, et c'est cette communication qu'il n'y a pas eu. Par exemple, il y avait la force, c'est-à-dire les 5000 personnes qui étaient mises pour surveiller donc le port des masques, tout ça. À partir du moment où c'est parti, mais le citoyen a l'impression que non, en réalité, ce n'est plus autant un problème. Donc, il faut maintenant une communication pour faire comprendre que non, nous sommes obligés de faire un certain nombre de choses compte tenu des exigences que nous avons. Et en tant que des dirigeants du pays, nous sommes obligés de poser un certain nombre d'actes. Mais vous ne devez pas suivre ces actes-là. Vous devez comprendre que la maladie existe toujours et vous devez vous protéger. Oui, en clair, ce que vous voulez dire, c'est qu'un certain nombre de Togolais n'ont peur que des hommes en uniforme. Non, ça ce n'est qu'un élément. Ça ce n'est qu'un élément. Il y a d'autres choses aussi. Par exemple, les écoles étaient fermées. À un moment donné, les écoles ont été réouvertes. Vous voyez, ce sont de simples choses, mais qui ont fait que dans le subconscient de la population, c'est comme si on leur disait, en réalité, que la maladie n'existait plus, ou bien la maladie a perdu de sa virulence, le virus a perdu de sa virulence. C'est un peu comme si c'est ce qu'on leur disait. Non, il y avait un travail de pédagogie à faire en sorte que vous devez comprendre que nous faisons ceci par nécessité. Mais cela ne doit pas vous conduire à vous comporter de telle manière. Je rappelle que vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle, que sans doute votre voix porte au sein de l'opinion. Est-ce que vous voudrez bien rappeler le contenu des gestes barrières à ceux qui nous écoutent? Bon, de façon classique, l'épicentre des gestes barrières, c'est le port de masque. Maintenant, au-delà du port de masque, c'est le lavage régulier des mains. Moi, je me lave les mains, je ne peux pas vous dire combien de fois je me lave les mains par jour.
Donc, c'est le lavage des mains, c'est la distanciation sociale. Il faut respecter la distance, surtout dans les pays. Pourquoi il y a encore des difficultés comme ça dans les pays d'Europe? C'est à cause des variants. C'est à cause des variants qui sont de plus en plus virulents. Donc, à cause de ces variants, il faut garder une distanciation sociale. On parlait de 2 mètres, mais moi, dans mes sorties, j'ai dit 2 mètres. Il faut carrément observer 2 mètres. Donc, je pense que c'est les principales mesures, ça. Maintenant, il y a aussi les mesures restrictives, hein. Par exemple, au niveau des manifestations, il faut éviter les regroupements, etc., etc. Sur les restrictions, justement, on parle de plus en plus de Lomé, de Grand Lomé, et certains estiment que la semaine prochaine, certaines restrictions vont revenir. Est-ce que vous serez, par exemple, d'accord pour un couvre-feu, pour un bouclage à nouveau, pour la fermeture d'un certain nombre de lieux, et notamment les discothèques, les bars? Vous savez, il y a un problème. Quand vous voyez les augmentations que nous avons ces derniers temps, ça fait peur. Ça fait peur. Et il y a des semaines, maintenant on a jusqu'à 7 décès. 6-7 décès par semaine. C'est sérieux. C'est sérieux. Donc, même dans les pays, dans d'autres pays, il y a des moments où on revient toujours sur des mesures restrictives. Moi, je n'ai rien contre les mesures restrictives. L'essentiel, c'est que l'on puisse finalement trouver le bout du tunnel face à cette maladie qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, moi, je suis pour les mesures restrictives. Moi, j'avais même parlé des mesures restrictives avant que, bien avant, depuis le début, j'avais parlé des mesures restrictives avant que le gouvernement ne commence. J'avais même dit que le gouvernement était en retard un peu par rapport à ces mesures restrictives. Mais quand on parle des mesures restrictives dans les milieux politiques, on ne voit pas les choses de la même façon, notamment sur les questions de liberté, par exemple. Non, je pense que il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure et il faut savoir il faut savoir ce qui constitue une entorse à la liberté et la limite qu'on doit avoir donc entre les mesures restrictives réelles pour faire face à une pandémie et ce qui peut constituer une entorse à la liberté. Et nous sommes de ce monde politique quand on prend des décisions et qui s'apparentent plutôt à des volontés de limiter donc les libertés publiques, on le dénoncera. Mais il faut quand même trouver les moyens pour faire face à cette situation. Les chiffres, nous n'avons pas la possibilité de les toucher du doigt. Ce sont les chiffres qu'on nous donne. Nous n'avons pas d'autres chiffres ailleurs. Nous ne pouvons que nous fier à ces chiffres-là. Et si c'est ces chiffres-là, donc je pense qu'il faut réagir par rapport à ces chiffres-là. Mais savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour qu'on ne tente pas de nous faire croire qu'on est en train de limiter les choses, de prendre des mesures restrictives contre Covid, alors que c'est contre les libertés publiques. C'est vrai que c'est ce qui est aujourd'hui dénoncé dans un certain nombre de pays dans le monde, l'atteinte aux questions liées aux droits de l'homme. Je rappelle que notre invité, c'est Dr William Georges Couessant. Il est le président du Parti Santé du Peuple. Moi, je continue par l'appeler aussi. Ça va venir. Le pacte socialiste Santé du Peuple. Hein, c'est en réalité Alliance socialiste Santé du Peuple. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition avec leurs questions qu'ils vont poser sur deux numéros 96 50 34 37 et puis 72 43 09 70. Et nous avons également la possibilité d'avoir des questions à travers nos plateformes WhatsApp et Facebook. Est-ce que nous avons un premier auditeur? À la technique, c'est Romaric Fritas. Il me fait signe que nous avons un premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Comment vous allez, Bozambo? Très bien. Bozambo, est-ce que vous avez déjà pris votre vaccin? Ok, j'ai compris. Vous ne l'avez pas pris. Donc, j'ai compris. Votre question maintenant. Ma question,
Maintenant, vous avez participé à une campagne avec le chef de l'État, Paul Nambougué, qui a dit que pendant le mandat, les femmes vont, en fait, vous allez à l'hôpital, on va vous soigner jusqu'à vous allez donner votre enfant. Et ça fait sur 1 an, rien n'est fait. Même le chef de l'État qui a dit que le corps primaire public est gratuit. Maintenant, tous les enseignants prennent 2 000. Et vous les opposants, vous croisez les bras à regarder le chef de l'État. C'est vous qui, moi, vos enfants, personne ne me connaît pas. Je ne veux pas appeler quelqu'un, de réclamer quelqu'un. C'est vous qui avez accompagné. Vous êtes les partis du parti politique qui a l'ambition de se gouverner, ce pays. Mais si vous avez fait les programmes en cours de campagne et vous ne réalisez pas, ça fait pitié au peuple togolais. Et ma deuxième question, on dit coronavirus, ça fait 1 mois. Une autorité est décédée à Nukapu, à côté de Togotel. On a conçu 16 bâches. Moi-même, j'ai constaté 16 bâches. Il y avait des mondes jusqu'à la route de Togotel, là, c'est failli par le monde. Donc moi, je me demande, si les autorités sont mortes, il n'y aura pas de Covid-19. Si nous, les pauvres citoyens, nous sommes décédés, on va nous amener des soldats. Comment on peut justifier ça? Merci beaucoup, Bozambo, on a compris votre question. La deuxième question, c'est sur ce qu'on peut appeler une certaine discrimination dans la mise en application des mesures liées à ce qui est pas un grand monde, notamment lors des funérailles. C'est vrai que dans la pratique, on note d'une commune à une autre une certaine différenciation. Comment vous comprenez ça? Bon, au fait, il vient de dire quelque chose, je viens de l'apprendre. Mais je ne sais pas. J'avais également appris entre-temps qu'il y avait des autorités qui avaient organisé des manifestations en grande pompe et qui avaient été sanctionnées. Bon, je ne sais pas. Mais je me dis tout simplement que on voit tous les jours, hein, malgré ces mesures-là, on dit qu'il y a plus de rassemblement de tel nombre de personnes, mais on voit ça on voit chaque fois dans les funérailles, dans les manifestations, que les gens n'observent pas réellement ces mesures, mais il n'y a pas de réaction publique par rapport à ça. Donc, que maintenant il y ait donc une différence dans l'approche, dans l'appréciation, de poids de mesure, dans la gestion. Bon, ça, je ne sais pas, je viens de l'apprendre comme ça. Mais c'est réel en réalité, puisque on note que la présence de certaines autorités, sa présence la dissuade peut-être. Oui, mais cela ne devait pas être le cas. Si c'est comme ça, mais il faut que le ministre de la Sécurité soit interpellé. Donc, c'est que le ministre est interpellé, il faut que le ministre réagisse par rapport à ces choses-là. Ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas des autorités qui transmettent la Covid. Donc il faut qu'il n'y ait pas de poids de mesure par rapport à cette situation, que tout le monde soit traité de la même manière. Sur la première partie de la question, sur un certain nombre de décisions qui ont été prises concernant notamment les femmes enceintes ou encore l'écolage et la gratuité de ces cours n'est pas une réalité. En réalité, c'est ce que dit l'audit. Un certain nombre d'enseignants continuent pas à prendre l'argent auprès des parents. Mais ça, je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas au pouvoir, c'était pas mon programme. Donc je pense que cette question, c'est le chef de l'État, et au chef de l'État qu'il faut poser cette question. Mais tout ce que moi je sais, c'est que quand on fait un programme, il faut le respecter. Et le problème se pose toujours quand on a à faire plusieurs mandats. À un moment donné, on est obligé de faire des propositions qu'on ne pourra pas respecter. C'est vrai que toutes les propositions, on ne peut pas toujours les respecter, mais il y a certaines propositions, certaines choses qu'il faut essayer quand même de respecter, des choses aussi simples qui sont dans le domaine du social, qui militent donc pour une justice sociale. Je pense qu'il faut essayer de faire ces choses-là. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au pouvoir. Si nous étions au pouvoir, on pourra mieux répondre donc, à cette question. C'est noté. Après Bozambo, un deuxième auditeur. Allô? Bonjour.
Bonjour. Oui, votre nom? Oui, ça fait le... Comment vous allez? Oui, très bien. Oui, allez-y. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. Bon, première question. Si demain le chef d'État vous appelle, et que vous allez rester, vous allez former une équipe pour être à la tête de cette équipe pour remplacer le comité de gestion de police qui est en place actuellement. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous pouvez le faire? Parce que d'après ce que disent ceux qui sont là-bas, qui sont les meilleurs, qui sont 2, 3 seulement au Togo. Donc c'est pourquoi je vous pose cette question en tant que docteur. Est-ce que vous avez la capacité de former une équipe pour remplacer cette équipe qui est sur place? Et si vous êtes arrivé, comment vous allez gérer ça? C'est la même chose. La première question. La deuxième question, c'est politique. Vous étiez aux élections passées et que vous avez plaidé toujours pour aller à une union de l'opposition pour certains candidats, oui, malgré que le candidat unique a été sorti, mais vous êtes parti seul. Vous comptez sur qui et quoi pour que la Cour constitutionnelle vous proclame au lendemain de cette élection? Bien, merci. Non, toute la première question. Vous savez, moi, mon objectif, c'est de dire un jour, j'ai créé un parti politique. Mon objectif, c'est de diriger ce pays un jour. Si j'estime que je peux diriger un pays, je me suis présenté à une élection présidentielle, ce n'est pas la gestion donc d'une crise donc au sein de ce pays qui va être une chose impossible. Maintenant, dire que si le chef de l'État m'appelle pour aller gérer cela, ça c'est une autre question. Parce que aujourd'hui, je suis donc de l'opposition. Si le chef d'État m'appelle, donc dans le domaine de la pratique et du fait que nous sommes de différents bords politiques, c'est une question qui mérite donc une certaine réflexion. Maintenant, pour ce qui concerne le problème politique qu'il a posé, nous avons participé. Il a dit que nous avons plaidé pour le choix d'un candidat unique, mais après nous sommes allés, malgré le candidat unique était trouvé, mais nous sommes allés quand même à l'élection. Nous n'avons pas plaidé pour ce type de candidat unique. Et nous avons dit que ce type de candidat unique n'était pas ce que nous voulons, parce qu'avec les expériences que nous avons eues au sein donc, de l'opposition, de notre appartenance à des différentes coalitions que nous avons connues, qu'il n'était pas possible d'obtenir des résultats avec ce schéma-là. J'avais rencontré à plusieurs reprises Monseigneur Podio et je lui avais expliqué pourquoi, pour moi, il n'était pas possible d'obtenir des résultats avec ce schéma. Donc c'est parce que il n'a pas semblé pouvoir accepter donc, ma proposition, puisque je n'y croyais pas. Donc c'est pour ça que j'ai participé donc, à cette élection-là. Malgré donc ce choix de candidat unique, qui pour moi, en réalité, ne pouvait pas permettre d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Si la question de la participation à une élection présidentielle en rend dispersé, si demain c'est à refaire, est-ce que vous referez la même chose? La participation à une élection présidentielle, vous savez, j'ai créé un parti politique, c'est pour travailler, conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc, par essence, j'ai un parti politique qui est appelé à participer aux élections présidentielles. À toutes les élections, pas seulement aux élections présidentielles, à toutes les élections. Et notre objectif, c'est de travailler dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est ce que nous devons faire, c'est notre objectif, donc de participer à cette élection, aux élections et à l'élection présidentielle. Sans doute que nous parlerons
de votre participation éventuelle à une prochaine élection qui va être celle des régionales. Nous aurons votre avis dans un instant. Le temps d'avoir le troisième auditeur. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Thierry. Waris, comment vous allez? Nous nous portons très bien. Ok, allez-y. Salut, je dis bonjour au docteur. Monsieur, bonjour. Action. Bonjour, monsieur Harris. Oui. Monsieur Thierry, je viens de vous capter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion à poser la question au président s'il avait déjà pris sa première dose du vaccin AstraZeneca. Sinon, quand est-ce qu'il le fera? Maintenant, je reviens à ma question. Depuis quelques semaines, David Doucet et les autres ont initié cette stratégie pour que les prisonniers politiques soient libérés et tous ceux qui ont fui le pays reviennent au bétail. Ma question, vous ne pensez pas que vous avez pu et votre responsabilité et abandonner les Togolais en prison? Ma deuxième question, vous ne remarquez pas que le service après-vente qui devait normalement opérer par la coalition dans le temps, la coalition C14, revient à David Doucet et ses autres. Merci beaucoup. Bien, merci. Sur la question du vaccin AstraZeneca, ça devait être ma toute dernière question, mais malheureusement. D'accord. Il vous a dévancé. Non, je n'ai pas encore pris mon vaccin, mais je vais le prendre. Bien, merci. Sur la libération des prisonniers politiques, c'est vrai qu'il y a une structure qui porte cette question depuis quelques temps, structure pilotée notamment par Claude Abeganvi ou encore David Doucet, professeur. Sur ce qu'ils font, quelle est votre appréciation? Non, mais notre appréciation, elle est bonne. Elle est bonne, c'est un travail énorme qu'ils sont en train de faire et ils devraient être plus soutenus par les politiques que nous sommes. C'est vrai que nous ne le faisons pas, on le reconnaît, nous ne le faisons pas assez, mais c'est un travail très important qu'ils sont en train de faire parce qu'on ne peut pas abandonner les gens en prison. Il faut quand même trouver les moyens de faire en sorte que les gens sortent des prisons. Et j'en profite ici pour faire encore, pour envoyer mes salutations à professeur Doucet et monsieur Claude Abeganvi qui font un travail énorme. Et nous les assurons de notre soutien et que dans les jours à venir, je pense qu'on sera encore plus impliqués. Ce n'est pas qu'on n'est pas du tout impliqués, nous sommes sur la plateforme, nous suivons régulièrement les choses qui se font, mais nous allons donc faire encore plus. Merci. Le quatrième auditeur, après Waris, nous avons qui au téléphone? Allô, bonjour. Monsieur. Oui, votre nom? Oui, bonjour, monsieur Taoufik. Depuis un temps, nous constatons ici dans la commune d'Oster une mauvaise prestation de la CD. Par exemple, depuis le matin, 7 heures, nous n'avons pas d'électricité. Est-ce que c'est normal qu'on va se le et avec cette chaleur-là? Et pour continuer. Et monsieur, attendez. Il y a certaines manifestations sur le pétrole. On parle de 476 milliards. Vous, en tant que leader de l'opposition, qu'est-ce que vous en faites de ce dossier? Merci. Bien, merci. Sur la question du délestage, d'abord, c'est vrai que cette dernière semaine, plusieurs communes sont touchées par le phénomène. Je ne sais pas si au niveau de Guégué, oui. Vous avez le même problème. Nous avons le même problème. Nous avons le même problème. C'est des problèmes de délestage sont des problèmes sérieux. Nous avons même des appareils
qui à des moments donnés tombe en panne. À cause de ça, c'est vrai que c'est noté. Hein, je peux dire, avant, hein, on n'avait pas pris une mesure par rapport à ça, parce que peut-être qu'on estime que c'est pas encore, peut-être à Kégué c'est pas encore trop criard, mais maintenant qu'il lui vient de le dire, on va voir si réellement dans d'autres communes c'est beaucoup plus sérieux. C'est vrai qu'à Kégué on a ces problèmes de délestage, mais je ne dirais pas que c'est encore trop. Peut-être qu'ailleurs c'est beaucoup plus criard. Et on va chercher donc à faire cette vérification-là. Non, mais en fait, je peux vous confirmer que la situation elle est partout pareille, dans plusieurs communes. La question de l'absence de l'énergie ou la question du délestage tel que c'est posé pour nos pays, c'est incompréhensible pour un certain nombre d'observateurs. Après près de 60 ans d'indépendance, ces questions reviennent et sont récurrentes. Ce n'est pas propre au Togo, mais malheureusement le Togo est en situation là. Oui, vous savez qu'il y a eu un moment où il y a eu il y avait eu même une période de délestage, et donc avec tous les contrats faramineux que nous avons fait après, et entre-temps, la société est passée à Togo Électricité, c'est revenu à la CET. Il y a un gros problème de gestion à ce niveau. Et il faut trouver donc les moyens d'interpeller cette structure. Vous savez, aujourd'hui, malgré cela, vous avez une seule facture qui est en retard. On vient vous couper avec une seule facture. On vous coupe l'électricité. Malgré que on ait ce problème, malgré qu'on ait ce problème de délestage à tout moment, je pense que c'est un secteur qu'il faut essayer de voir. Il y a beaucoup de journaux qui avaient travaillé sur ce problème, tout le gouffre qui est dans ce domaine-là. Nous sommes donc de ceux qui veulent donc diriger ce pays, c'est de notre devoir d'aller vers tous ces secteurs. Il faut dire quand même que nous sommes souvent beaucoup plus portés vers les choses politiques, compte tenu de la structure de notre pays, où l'alternance est totalement refusée, ce qui fait que les partis politiques sont de plus en plus portés vers la chose politique, mais c'est de notre devoir d'aller vers les problèmes sociaux, d'aller vers les problèmes économiques, et je pense qu'on va réfléchir, hein, et puis on va essayer d'aller non, mais en fait, la question, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on a parlé de compte global, et beaucoup avaient pensé que c'est fini. Oui. C'est vrai que ce qui est en train d'être vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, les Togolais l'avaient momentanément oublié. Il n'y avait plus de délestage. Et beaucoup ont pensé que c'est fini, qu'on n'en aura plus. Oui, c'est vrai qu'ils vont vous expliquer que le réseau s'étend. Et à partir du moment où le réseau s'étend, il faut toujours essayer donc, de trouver des fournitures d'énergie. C'est pour cela que je dis que ce sont des sujets qui doivent être abordés, étudiés, donc tous les jours que Dieu fait, pour faire le point. C'est ce que je disais, il y avait des contrats faramineux avec Contrôle Global. On avait pensé que cette histoire était derrière nous, mais aujourd'hui, on a encore ce problème. Vous allez, même dans certaines zones, il y a encore les toiles d'araignée, tout ça là, qui sont encore là. On nous avait fait comprendre qu'on devait trouver des solutions à tous ces problèmes. Ce n'est pas le cas. Et il faut trouver un moyen de circonscrire tout ça là et de dénoncer cela. Quand vous parlez de contrats faramineux, ça fait appel sans doute à beaucoup d'argent. Et quand on parle de beaucoup d'argent, l'année passée, vous vous rappelez l'histoire de Petrolgate, cette histoire continue. C'est vrai qu'à un moment donné, un ministre avait dit que il y a rien de plus faux que le Petrolgate. Mais même curieusement, dans la presse, on apprend des choses autour de cette histoire. On ne comprend pas. Mais je pense que c'est le lieu de reconnaître que le journal Alternative, avec son directeur, avait fait un travail de titan. Vous avez vu les chiffres qu'ils avaient donnés à l'époque et les chiffres que le rapport de l'inspection des finances a donné. Vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses. Il avait parlé de 400 à 500 milliards. Aujourd'hui, on nous parle de 476 milliards. Mais cette histoire-là, mais dans des pays, ça ne pouvait pas se passer comme ça.
J'espère que le chef de l'État qui a demandé ce rapport saura vraiment s'en servir pour que tous ceux qui ont même 476 milliards, vous savez ce que cela peut faire à ce pays, mais pour que tous ceux qui ont été cités dans ce dossier-là, mais répondent donc de leurs actes. On attend de voir la réaction du chef de l'État, c'est lui qui a demandé le rapport, et on attend donc de voir sa réaction par rapport à ce problème. Nous saluons toutes les organisations de la société civile qui ont déjà travaillé dans ce domaine. La semaine dernière, les organisations des consommateurs qui sont sorties pour réclamer et donc que justice soit faite au peuple togolais. Et nous les saluons, nous disons que vraiment c'était une bonne action. Et nous avons même prévu, nous aussi, faire sortir un communiqué dans ce sens. Et vous savez que ces 2 jours-là, on était un peu plus préoccupés par la vaccination qui était en cours. Mais c'est un problème très sérieux, il faut trouver donc, le fond de ce problème. C'est noté. Allô? Bonjour. Oh, oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Jacques, vous nous appelez d'où? Ok, Jacques, allez-y. Merci à votre invité. Merci, bonjour Jacques. Je tiens vraiment à le remercier. Moi, je suis naturothérapeute. Et j'avoue que c'est la première fois qu'un docteur a pu me convaincre dans cette affaire de vaccin-là. Pour me convaincre, il faut aller au-delà des menaces. Franchement parlant, parce que nous maîtrisons très bien le processus qui aboutissent à un vaccin. Et pour cette fois-ci, cela n'a pas été le cas. Il fallait vraiment vous convaincre, pas de nous menacer. Donc, c'est ce point-là que je tiens à le remercier beaucoup. Moi, en faisant, il faut nous convaincre quoi. Un docteur, ce n'est pas seulement piquer les gens, même pas le parler simplement, tu peux guérir les gens. Ça n'a pas été le cas. Franchement parlant, j'invite nos docteurs à revoir leur communication, comme on l'a tenu à l'équipe. Merci Jacques. Merci, et puisque ce n'est pas une question, nous allons voir si après, Jacques, nous aurons un autre auditeur tout de suite. Si on n'a pas un autre auditeur tout de suite, on continue sur la question de la communication. C'est vrai qu'un certain nombre de choses sont faites et c'est seulement les docteurs, les médecins, les professeurs d'université qui sont sollicités. Si éventuellement on sollicitait l'opposition à apporter sa voix, parce qu'on n'entend pas autant les opposants participer à la campagne, puisque c'est une affaire nationale. Nous avions participé à la campagne. Nous étions les tout premiers à faire des affiches que nous avons mises devant les marchés, que nous avons mis devant les banques. Nous étions les tout premiers. Santé du peuple était l'un des tout premiers à faire des affiches. On a mis devant les radios. Et peut-être qu'ici, on n'a pas mis ici, mais on en avait mis. C'est vrai que vous n'avez pas mis ici. Oui, on a mis devant les radios, on a mis devant les marchés, on a mis devant les banques. On était les tout premiers à réagir par rapport à ça. C'est vrai qu'on aurait pu faire plus. Si vous avez beaucoup de moyens. Non, on n'a pas beaucoup. Oui, si vous avez beaucoup de moyens. Voilà, si on a plus de moyens. Ok, je vous prends la parole puisqu'on me fait signe qu'il y a un autre auditeur. Allô? Bonjour. C'est la première fois que nous avons une femme autre que Madame Messi. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Ma question est celle-ci. Vous avez été à l'élection du 22 février. Depuis le 22 février, on n'entend plus parler de vos partis politiques. Et le pays est devenu comme si il n'y a plus un seul parti politique dans le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir sensibiliser nous, la population, pour que nous sachions que le 22 février passé est déjà passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour les prochaines élections, surtout l'élection présidentielle et publique. Ma deuxième question est celle-ci. Depuis le 22 février, les paniers ménagères et Togo, ça ne va pas. Et puis récemment, la semaine passée,
dirigeants, le gouvernement actuel a haussé les taxes. Et vraiment, nous souffrons dans le pays. Est-ce que le Corona a pris votre force afin que vous ne manifestez plus rien concernant notre pays? Merci et bonne émission. Bien, merci Madame Norine. J'espère que dorénavant vous serez avec nous tous les dimanches, comme le font un certain nombre d'auditeurs que nous saluons. D'ailleurs, deux questions. La première question, c'est ce que nous avions constaté et ce que nous avions débattu à un moment de cette émission. Et on a senti une sorte de pause carrément et de retraite au niveau des partis politiques. Et ils ne comprennent pas, les Togolais. C'est un peu comme si vous les avez délaissés. Oui, non, on ne les a pas délaissés. Les choses sont en train de reprendre petit à petit. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on était sorti d'une élection présidentielle qui n'était pas des meilleures, et en même temps on était rentré dans la pandémie de Covid-19. Ça ralentit nécessairement les choses, mais les choses sont en train de reprendre petit à petit. Nous revenons petit à petit, il ne faut pas qu'ils s'en inquiètent, ça va arriver, l'opposition va reprendre, pour qu'on n'ait pas l'impression, comme elle le dit, que c'est seulement un seul parti politique qui est dans le pays. Et aujourd'hui, c'est vrai, le parti au pouvoir a cette impression qu'il n'y a plus d'opposition, mais nous allons revenir. C'est une lutte continuelle, c'est une perpétuelle lutte permanente, et ce n'est pas parce que nous avons perdu une bataille que nous ne devons pas continuer. Non, pas, comme on le dit, jeter le manche après la cognée. Il y a un problème qui est là, et il faut quand même qu'on continue par se battre, même si on a l'impression que c'est devenu plus difficile. Il faut continuer par se battre, parce que c'est dans la bataille seulement qu'on peut avoir des résultats. La deuxième partie de la question porte sur le panier de la ménagère. Tout le monde se plaint dans le pays. Tout le monde nous presse. C'est difficile. Parce que c'est difficile, rien ne marche dans le pays. Quand il faut aller sur les gens qui créent. On crée par exemple qu'il y a des conditions de création des entreprises, on a amélioré les conditions de création d'entreprises, le climat des affaires, tout ça là. Mais quand les gens créent des entreprises, les gens se mettent à entreprendre. Mais il faut aller voir ce qui se passe. Quand les gens se permettent, par exemple, d'aller louer un local pour travailler, mais le temps que l'avance finisse, c'est bien, les gens ferment, les entreprises ferment. Aujourd'hui, vous travaillez, c'est seulement pour payer les impôts et les taxes. Vous ne pouvez rien avoir pour vous-même. Les choses sont tellement difficiles, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Le SMIC qui est à 35 000, mais ce sont des conditions très difficiles. Il faut trouver les moyens de faire sortir la population de ça. C'est ce que je disais. Quand on était sorti pour aller vers ces populations, on s'était rendu compte que ce qui préoccupait les gens, ce n'est pas beaucoup plus la politique. Ce n'est pas le politique que nous sommes qui vient vers eux qui est leur problème. Mais c'est leur vécu au quotidien. Et ceux qui sont à la tête de notre pays doivent être sensibles à ça et trouver de solutions à ces problèmes. Mais en même temps, cette plainte, c'est vrai qu'on l'a, on les a tout le temps, les Togolais qui se plaignent, mais en même temps, il y a un certain nombre d'expatriés, d'étrangers qui prospèrent dans le pays. Quand on cite par exemple ce passage qui est attribué au chef de l'État, le Togo est le pays où il est le plus facile de faire des affaires, et vous avez aujourd'hui au Togo des Indiens qui prospèrent, vous avez des Israéliens, vous avez des Libanais, vous avez des Français, vous avez des grands groupes, et en même temps les Togolais tirent le diable par la queue. C'est ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que quelque part c'est le Togolais lui-même qui se débat pas assez? Non, ça dépend d'abord de ces gens dont vous parlez. Ça dépend d'abord des moyens qu'ils amènent. Des moyens qu'ils amènent de l'extérieur pour venir s'installer dans notre pays. Et ça dépend également des conditions fiscales que ces gens ont. Peut-être que les Togolais n'ont pas nécessairement. Moi, je ne le dis pas, mais il faut aller chercher à comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai aussi que
le régime que nous avons eu depuis des années a fait en sorte que le réflexe de l'entrepreneuriat n'est pas dans les Togolais que nous sommes. Parce que on nous a éduqués d'une certaine manière. On n'a pas été éduqués à entreprendre pendant très longtemps. Ça veut dire que nous n'avons pas cette culture de l'entrepreneuriat. Ça joue nécessairement sur les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que quand les régimes changent, ça permet de changer des mentalités, ça permet de changer des réflexes, ça permet de changer la manière de gouverner et d'éduquer les populations. Donc il faut réorienter à la formation et l'éducation. Il faut réorienter la formation et l'éducation de manière à rendre le Togolais plus entreprenant, hein, à le rendre plus compétitif sur le terrain. Tout ça là, ce sont des choses qu'il faut faire. Nous avons un pays où l'enseignement supérieur stagne, les recherches stagnent parce qu'il n'y a pas les structures nécessaires pour que les recherches puissent évoluer. C'est les recherches qui font évoluer un pays. Quand vous allez par exemple dans les pays émergents, les BRICS, tout ça là, mais ce n'est pas d'abord, ce n'est pas les routes qui ont fait développer l'Inde. Je regrette, c'est les recherches, c'est l'enseignement supérieur, c'est la recherche dans le domaine technique, dans le domaine scientifique qui a fait développer ces pays-là. Donc il faut réorienter l'éducation de manière à donner beaucoup plus de priorité à l'enseignement, surtout l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur scientifique. Est-ce que vous voulez dire qu'on consacre trop de temps ou trop de moyens aux routes? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Et les routes, c'est nécessaire. C'est nécessaire au développement d'un pays. Mais les routes ne sont pas plus importantes que le développement scientifique. Les routes ne sont pas plus importantes que l'université. Les routes ne sont pas plus importantes que la recherche. Je ne dis pas que les routes ne sont pas importantes, mais avant, parce que quand vous allez produire, c'est sûr, c'est-à-dire qu'il faut produire d'abord avant que ça ne puisse circuler. Donc, moi par exemple, je dis les routes sont importantes, mais il ne faut pas oublier la recherche universitaire. C'est très important dans un pays, la recherche universitaire. Quand on parle des routes, l'actualité autour de nos routes, ce sont ces péages dont les prix ont été augmentés. Et vous le savez, cela a donné lieu à des manifestations jeudi dernier. Et je ne sais pas si vous avez déjà emprunté ou pas, vous avez déjà emprunté la route de Lomé à Nefra ou Lomé et Tchévier par exemple, pas encore? Non, depuis le début de l'application, pas encore. Je n'ai pas encore. Est-ce que vous comprenez cette augmentation? Je ne comprends pas cette augmentation. On nous a dit qu'il faut 30 000 et que pour l'entretien des routes, ils ont besoin de 30 milliards par an. Et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent à faire entrer que 17 milliards et qu'il y a un gap de 13 milliards qu'il faut combler. Maintenant, ils nous disent aussi que les prix des péages sont comme ça depuis plus de 15 ans et qu'il faut les augmenter. D'ailleurs, d'abord, ce n'est pas parce que quelque chose est là depuis plus de 15 ans qu'il faut l'augmenter. Il faut augmenter par rapport aux nécessités et par rapport au pouvoir d'achat des populations. Si nous prenons par exemple nos véhicules, les véhicules légers, ce que nous utilisons, qui sont entre 7 et 11 chevaux vapeur, c'était de 300 francs. Maintenant, ça s'est passé à 500 francs. Si vous prenez uniquement ça par exemple, et vous faites un peu les calculs, de 300 à 500, de façon très schématique, hein, ce n'est pas de calcul très rigide, vous allez vous retrouver peut-être à 28 milliards avec ce calcul. Dans le même temps, on a parlé de la taxe sur les véhicules à moteur. Bon. Est-ce que l'État veut que le citoyen, que ce soit le citoyen qui entretienne totalement les routes, l'État n'a plus d'apport, de participation à faire dans la gestion, dans l'entretien des routes? Parce que si vous prenez les augmentations, c'est pour réunir soit les 30 milliards, ou même plus que les 30 milliards qu'ils demandent. Moi, je pense que... Est-ce que dans l'entretien des routes, déjà, quand on paie l'essence, est-ce qu'il n'y a pas une partie déjà qui est consacrée à l'entretien des routes?
je suppose qu'il y a une partie qui est consacrée à l'entretien des routes. Je suppose que tout ça, là, ils l'ont calculé dans les 17 milliards dont ils sont en train de parler. Mais maintenant, pour augmenter, est-ce que parce qu'il y a 12 milliards qu'on n'arrive pas à trouver, ou 13 milliards qu'on n'arrive pas à trouver, qu'il faut tout de suite essayer de mettre les 13 milliards sur la tête des usagers de la route, alors que nous savons tous les problèmes que nous avons, vous-même vous déclarez. Donc, un état d'urgence sanitaire, c'est qu'il y a des conditions dans les pays. Ça fait que certains n'arrivent pas à travailler normalement, certains n'arrivent pas à rentrer normalement dans ce qu'ils sont en train de faire au quotidien pour gagner leur pain. Dans le même temps, vous augmentez les frais de péage, mais vous ne les augmentez pas aussi de façon progressive, parce que quand on parle de 300 à 500, c'est quand même assez. On ne peut pas partir de 300 pour aller à 350 avant de voir si on peut encore augmenter. Après, ça c'est pratiquement doubler le prix des péages, ça. Et en même temps, il y a la taxe sur les véhicules à moteur qui revient, donc 85% doit aller à sa ferme. On parle de taxe d'habitation. Oui, c'est ça. C'est toujours les taxes. Vous occupez, vous faites un petit commerce, vous occupez une petite portion du trottoir, on vient vous demander de payer 100 000 francs. On vient vous demander de payer 70 000 francs parce que vous occupez une petite portion de trottoir sur lequel vous mettez juste quelque chose. Mais vous finissez de travailler, vous donnez l'argent au fisc et il ne vous reste plus. Récemment, on a appris que la pauvreté est en train de régresser dans notre pays avec ces différentes tasses. Est-ce qu'on ne craint pas, est-ce qu'on ne peut pas craindre que cette pauvreté-là, ou les chiffres qui sont exhibés officiellement, ces chiffres-là ne prennent de l'eau? Moi, je me demande même si c'est pas parce qu'on a dit quelque part que la pauvreté est en train de régresser, qu'on ne veut pas ou bien qu'on a envie de combler ce trou-là. Parce que c'est un peu à croire que vous donnez, ou bien vous faites, et puis de l'autre côté, vous voulez reprendre. Parce qu'on a dit que la pauvreté est en train de régresser, il faut maintenant, puisque la pauvreté régresse, il faut trouver un moyen de... Pour rendre encore plus pauvres les gens? Non, pas pour rendre encore plus pauvres, mais pour reprendre un peu. Oui, mais en reprenant, vous rendez encore plus pauvres les gens. Donc c'est un peu ça. Parce qu'on ne peut pas dire la pauvreté est en train de régresser, et puis, dans la même semaine, augmenter le prix des péages, et venir avec la taxe sur les véhicules à moteur. Bon, on ne comprend pas. J'ai quelques questions, notamment la question de Sergus, question laissée sur les réseaux sociaux. Comment la Santé du Peuple prépare les élections régionales en vue? Et oui, cette question, c'est notre ami Sergus qui l'a envoyée. Non, nous ne sommes pas, parce que vous savez, nous allons aux réunions de la Sénat. Et il fallait faire des propositions. Nous avons dit là-bas que nous ne voulons pas d'élections régionales. Nous ne savons pas ce qu'on va en faire en ce moment. Ce n'est pas une priorité. Le Togo a pris l'habitude de faire trop d'élections. Le pays est en campagne électorale tout le temps. Mais on va encore organiser les élections régionales maintenant, en 2021. En 2023, il y a les législatives. En 2025, il y a la présidentielle. Mais pourquoi on ne peut pas développer la culture des élections générales? Donc, nous avons dit clairement à cette concertation que nous ne sommes pas pour l'organisation des régionales en ce moment. Et moi, je vous le dis, si les régionales sont organisées, on ne va pas y participer. Bien, merci. Il y a une autre question, celle de Donatien. Il dit, en substance, l'horizon offre-t-il une lieu d'espoir pour la jeunesse vu le landerneau politique actuel? L'espoir, il faut toujours l'avoir. Et puis la jeunesse, si la jeunesse perdait espoir, mais que deviendrait le pays? L'espoir, il faut l'avoir malgré la situation dans laquelle nous sommes. Nous demandons donc à cette jeunesse d'avoir toujours de l'espoir et nous pensons que cette jeunesse a de l'espoir. Les choses iront mieux. Quelqu'un a demandé comment nous allons nous préparer, comment nous nous préparons pour les élections à venir, surtout la présidentielle. Je pense que le travail doit se faire. Il y a beaucoup de travail qui doit se faire sur le terrain. C'est vrai que nous sommes face à un régime qui a beaucoup de moyens et c'est ça qui lui donne l'avance sur nous. Mais il ne faut pas perdre espoir.
Est-ce qu'on peut insérer un dernier auditeur, comme on le dit pour la route, un dernier auditeur pour la route? Si on ne l'a pas, il y a ce classement-là, oui, qui m'a intéressé, le classement concernant le bonheur dans le monde. La Finlande est le premier pays dans lequel le bonheur, il est là. Invisible. Je ne sais pas si vous connaissez ce pays. Non, la Finlande, c'est un pays de l'Europe du Nord. Et De la Scandinavie. Oui, je connais Danemark, mais je ne connais pas Finlande. Mais il paraît qu'il y a du bonheur. Il y a du bonheur là-bas. C'est une bonne chose. Et notre pays, le Togo, a été classé à 135e position. Oui, en fait, c'est sur 153 ou 154, je ne sais pas. 153 pays. Sur 153 pays. Mais vous-même, vous avez, les chiffres sont parlants. Hein? Les chiffres sont parlants. Moi, si je suis dans un pays, je suis chef d'État dans un pays, et ce n'est pas une histoire de classement à un moment donné d'un business sur des problèmes ponctuels. On crie, on jubile parce que du business vient dire quelque chose, et on crie, on jubile. Non, c'est-à-dire voilà des faits concrets. Nous sommes 135e pays sur 153 où c'est-à-dire pour la mesure du bonheur dans un pays. Mais si vous êtes un parti au pouvoir, l'objectif, c'est de rendre vos citoyens heureux. Quel que soit ce que vous faites, ce n'est pas les chiffres qui comptent pour les hommes, hein. C'est leur bonheur au quotidien. Et moi, si j'étais à la tête d'un pays, je vois un chiffre comme ça va me faire réfléchir. C'est clair que il faut travailler. Certains disent que chacun définit son bonheur. Et je ne sais pas tout ce qu'on met dedans dans le bonheur, parce que tout à l'heure, au niveau de la plage, il y a un certain nombre de Togolais qui vont encore exprimer leur état d'âme. Ils sont heureux parce qu'ils prennent de la bière. Mais justement, sur les questions de la bière, de plus en plus de Togolais consomment quand vous sortez dans la rue. Est-ce que c'est une situation qu'il faut, comment on dit ça, qu'il faut applaudir ou pas? Non, on ne peut pas, je suis médecin, on ne peut pas applaudir. Vous savez, mais je suis médecin. La bière, quand vous prenez la bière, c'est du sucre que vous prenez, hein, parce que la transformation, au bout du compte, ce n'est pas bien pour l'organisme. Je ne peux pas. La bière agit sur le foie. C'est de l'alcool. Donc je ne peux pas encourager ça. Je ne peux jamais encourager ça. Mais donc, dans un pays où on boit de plus en plus, c'est pas qu'on est heureux. Non. C'est-à-dire que c'est comme vous l'avez dit, le bonheur ou la joie, c'est relatif. Mais, de façon générale, le bonheur, on sait à peu près ce que c'est. Mais le bonheur ne signifie pas que nécessairement, in fine, ça vous apporte tout ce que vous voulez. Sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, tout ça. Mais c'est ce que vous vivez au quotidien qui définit ce bonheur-là. Moi, il y a des gens qui prennent de la bière, ça leur donne la joie. C'est vrai, ça leur donne la joie. Si quelqu'un définit et dit que bon, moi je veux juste avoir la joie au quotidien, mais advienne que pourra. Donc, il est dans ce schéma-là. Mais moi, en tant que médecin, je sais que l'alcool peut détruire l'organisme et je ne peux pas l'encourager. Vous êtes médecin, mais vous êtes également acteur politique. Et pour finir, est-ce que vous êtes heureux? En tant que Georges Cuisant, je le suis. Mais en tant qu'acteur politique, je ne le suis pas. Est-ce que l'essentiel, c'est pas Georges Cuisant qui est heureux, plutôt que l'acteur politique? Les deux, à un moment donné, vont se rejoindre quelque part. Les deux vont nécessairement se rejoindre quelque part. Et c'est un juste milieu qui va vous revenir comme résultat. Donc, quand vous, d'un côté, vous êtes heureux, mais de l'autre, vous ne l'êtes pas, c'est toujours la somme, hein, et la moitié de cette somme-là qui vous revient. Bien, merci d'être venu. Malheureusement, Georges Cuisant et William, l'acteur politique, n'est pas très heureux. Je salue par contre l'homme heureux, Georges Cuisant, qui est dans la vie civile médecin. Cette émission
Elle s'achève. Merci à Romaric Freitas de l'avoir mise en onde. Moi, je suis Pierre Ouakiobé. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.